Alors, je m'appelle Thomas Lavacherie et je suis auteur, illustrateur, romancier et illustrateur. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre s'inscrit l'atelier de création d'albums que vous proposez à la médiathèque de l'Orgue ce matin? Je fais plusieurs choses en partenariat avec les médiathèques de l'agglomération. D'abord, des rencontres scolaires. Ça, c'est quelque chose que les écrivains jeunesse, auteurs jeunesse font beaucoup, aller dans les classes pour parler de leurs livres, répondre aux questions, éventuellement faire des ateliers. Et puis dans les médiathèques même, je vais faire des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture. Il y aura aussi des rencontres avec le public des bibliothèques. Donc ce sont des activités assez variées autour de mon travail. Comment avez-vous acquis ces deux compétences très différentes l'une de l'autre, que sont l'écriture et le dessin? Quel a été votre parcours de formation? Alors mon parcours, il est un peu particulier. En fait, je n'ai pas commencé par l'écriture, mais par le dessin et en fait par la bande dessinée. J'étais passionné de BD quand j'étais enfant. Je ne lisais que des bandes dessinées, ce que j'aime bien dire aux jeunes que je rencontre, parce que c'était vraiment ce que j'aimais. Et le roman, j'en lisais de temps en temps pour l'école. De temps en temps, j'en prenais un dans la bibliothèque de mes parents, mais vraiment ce que j'aimais, c'était la bande dessinée. Et j'ai voulu devenir auteur de bande dessinée à partir de 13-14 ans. Et c'est là vraiment que j'ai appris à dessiner. Et le métier d'auteur de BD, je l'ai appris auprès d'un dessinateur et puis d'un autre qui habitait dans mon quartier. Des professionnels de la BD. Le premier, c'est Albert Blesto, qui travaillait, c'est un breton, mais qui habitait Bruxelles et qui travaillait pour le journal Spirou. Et ensuite, Daniel Cox, qui est le dessinateur de l'agent 212. Et ces deux gars m'ont donné des cours bénévoles pendant quelques années. Et j'ai commencé cette carrière de dessinateur de bande dessinée en faisant paraître des petites histoires dans le journal Tintin, et en adaptant, ça c'est peut-être mon plus beau fait d'armes en bande dessinée, Téléchat, la série, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose à quelqu'un, qui avait été créée par Roland Topor, en l'adaptant en bande dessinée. Et en fait, au moment où je commençais cette carrière, ma passion pour la littérature est enfin née, et assez vite j'ai voulu devenir écrivain. La seule chose, c'est que je n'étais pas du tout prêt à le faire, parce que les textes que j'écrivais à l'époque n'étaient pas publiables. J'aimais faire ça, je voyais que j'avais de l'imagination, mais je n'avais pas la technique pour écrire un roman publiable. Le fait que votre arrière-grand-père ait été archéologue a-t-il eu un impact sur ce que vous avez voulu faire de votre vie? Ce grand-père, c'est un peu la grande figure familiale. Il a fait partie d'une expédition à l'île de Pâques dans les années 30 qui a été assez importante. Mon père m'en parlait énormément. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à lui. D'abord parce que j'ai fait mon mémoire de licence en histoire de l'art sur sa carrière d'océaniste, donc de spécialiste en fait surtout de la Polynésie et des anciennes cultures de la Polynésie, sur l'expédition à l'île de Pâques qu'il a faite en 1934. Ensuite, j'ai écrit un livre sur son aventure à l'île de Pâques, et j'ai même fait un film. Donc voilà, j'ai énormément travaillé sur lui. J'ai presque l'impression de mieux le connaître que mon père, avec lequel j'ai pourtant vécu. Alors son influence, je dirais que il m'a appris beaucoup de choses. Sa personnalité, c'était quelqu'un de très volontaire, d'heureux, foncièrement heureux. C'était quelqu'un qui avait le don pour la vie, et ça m'a influencé. Maintenant, dans mon métier, non, ce que je pourrais dire, c'est que tous les hommes de ma famille écrivaient. Mon arrière-grand-père, le père de cet homme de l'île de Pâques, a publié des romans dans les années 1880. Mon grand-père, qui était archéologue, conservateur de musée, a écrit un roman qui se passe à l'île de Pâques à la fin de sa vie. Mon père a fait la même chose, écrire un roman à l'âge de la retraite. Mon grand-père maternel écrivait des pièces de théâtre. Donc il y avait un environnement familial pour le moins encourageant. Quelles ont été vos références en matière de texte et d'illustration? Pensez-vous que ces références aient influencé votre propre style? Bien sûr, hein, on a tous des auteurs qu'on admire et qui nous influencent. Alors quand on commence, on n'est pas loin enfin on s'inspire très fort, trop fort, et puis petit à petit on se dégage de ces influences et on acquiert, si tout va bien, son propre style. Alors en roman, ceux qui m'ont le plus influencé, il y en aurait tellement, mais je citerai bien Alexandre Dumas parce que non seulement c'est un des auteurs que j'ai le plus lu, mais c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus appris. Quand on veut écrire et qu'on ne sait pas très bien comment apprendre à écrire des romans, parce qu'en France, en Belgique, l'idée d'un apprentissage
de la littérature fictionnelle n'est pas encore très établi. Et au moment où j'ai commencé, il y a 20 ans, et même avant d'ailleurs, encore moins. Et donc la première école d'écriture, c'est la lecture. On regarde comment les textes sont écrits, on essaye de trouver des ficelles, des trucs, etc. Et dans Dumas, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc à la fois, je suis passionné par lui en tant que lecteur, mais il m'a aussi beaucoup appris. Bon, je pourrais en citer beaucoup d'autres, hein, mais disons, je m'en tiendrai là parce que c'est peut-être la figure, disons, paternelle en termes d'écriture. Pour ce qui est du dessin, je dirais qu'il y a deux influences fondamentales. La première, c'est la bande dessinée, la bonne vieille bande dessinée franco-belge que je lisais quand j'étais enfant, et qui m'a fait, je dirais, accorder une attention particulière au mouvement des personnages, aux attitudes, aux expressions, parce que cette bande dessinée-là était particulièrement expressive. Et c'est pour ça que dans mes dessins, je suis très attentif à ça. Et l'autre grande influence, c'est les gravures des romans d'aventure du 19e siècle qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, bien sûr les Jules Verne, Fenimore Cooper, etc. Et j'étais fasciné par cet univers graphique des grands illustrateurs du 19e siècle, particulièrement ceux des Jules Verne, Ferrat, Rioux, tous ces gens-là. Donc voilà, ça c'est mes deux influences, la BD et l'illustration de romans du 19e siècle. Pour les séries Björn, Thor, vous avez écrit nombre d'albums et de BD pour enfants et adolescents. Y a-t-il un album ou une BD en particulier dont vous soyez fier? Et si oui, pourquoi? Si je devais choisir un livre dans ma bibliographie, qui maintenant, mais ça c'est l'âge, est assez vaste, ce serait sans doute un roman d'aventure qui s'appelle Ramulf, qui est un roman qui se passe au Moyen-Âge, avec une certaine dose de fantastique, qui se passe dans le même univers que ma série principale, Björn le Morfir. Pourquoi celui-là? C'est celui que j'ai écrit avec le plus de passion, je dirais. C'est un roman qui m'est tombé dessus un peu par hasard, comme ça arrive souvent, c'est-à-dire que j'étais censé écrire le dernier tome des aventures de mon héros principal, de mon héros fétiche, Björn le Morfir, et puis j'ai eu une espèce de vision, parce que moi ça démarre souvent comme ça, ce ne sont pas des idées à proprement parler, mais des images mentales qui m'agrippent à un moment donné, et là j'ai vu un village moyenâgeux avec des personnages qui vaquaient à des occupations finalement assez banales. Il y en avait un qui avait un sac de châtaigne sur le dos. Et bon, ce petit film m'a tellement attiré que j'ai plongé dans ce village et que j'ai commencé à réfléchir à des personnages, à une histoire. Et donc je n'ai pas écrit tout de suite le dernier tome des aventures de Björn parce que je me suis lancé là-dedans. Et ça a été mon aventure d'écriture, comme je l'ai dit, la plus passionnée. Et je trouve aussi, maintenant, avec le recul, que c'est mon meilleur roman. Que préférez-vous? Le travail en solo ou les collaborations avec un autre illustrateur, comme ça a été le cas pour l'adaptation de Björn le Morfir en BD avec Thomas Gilbert? J'ai très peu travaillé en collaboration dans ma vie. Il y a eu une aventure avec une classe de CM2 à Bruxelles, de l'école du Crolly à Bruxelles. On a écrit ensemble un roman, c'est-à-dire en fait c'est moi qui l'ai écrit mais à partir de leurs idées. C'était très sympa. Et il y a eu comme vrai collaborateur Thomas Gilbert pour l'adaptation de Björn en bande dessinée. Et maintenant on fait une nouvelle bande dessinée ensemble. Mais alors ça c'est une histoire originale qui se passe, ça ne va pas vous étonner, à l'île de Pâques dans les années 30, une histoire policière. Et franchement avec lui j'adore travailler. Mais je dirais que c'est pas ce que je fais principalement. Je suis surtout un auteur solitaire. Mais enfin, ces petits pas de côté avec quelqu'un avec lequel je m'entends extrêmement bien, ça me plaît beaucoup. Avez-vous déjà envisagé d'être illustrateur pour un autre auteur? Ça m'arrive de songer à l'idée d'illustrer des romans que j'ai adorés. Je ne sais pas moi, L'île du docteur Moreau par exemple, de Wells, certains classiques que j'adore, parfois je rêve à les illustrer, mais bon, je n'ai pas tellement le temps puisque avec mon travail personnel d'écriture, d'illustration, etc., il n'y a pas beaucoup de place, je dirais, pour ça, mais enfin, ce n'est pas du tout quelque chose que je rejette, ça me plairait sans doute.
Vous donnez des cours de pratique d'écriture et narration dans l'enseignement supérieur. Pouvez-vous nous donner brièvement quelques règles de base que vous enseignez à vos étudiants? Alors, je donne des cours d'écriture à l'Université de Lille, ça s'appelle Pratique de l'écriture pour la jeunesse, et c'est destiné à des étudiants qui ne sont pas de futurs écrivains, ou alors peut-être que certains ont cette idée, mais enfin, le cours c'est pour des futurs éditeurs ou libraires dans le domaine de la jeunesse. Et l'idée de ce cours, c'est que quand on a une certaine expérience d'un domaine, le jugement qu'on a sur les œuvres est plus intéressant, plus riche. On pourrait faire un parallèle sportif. Si moi je devais commenter un match de rugby, par exemple, ce serait catastrophique. Je ne joue pas au rugby, je ne connais pas les règles. En revanche, si je dois commenter un match de tennis ou un match de foot, j'ai beaucoup joué au foot, j'ai beaucoup joué au tennis, je peux le faire. Je ne dis pas que je suis le meilleur commentateur, mais enfin, mon expérience me permet d'avoir un regard intéressant, et c'est l'idée de ce cours. Donc, ce n'est pas d'en faire des écrivains. Alors, il y a toutes sortes de chapitres, je dirais, à ce cours. Je parle du style, je parle des personnages, je parle des dialogues, de l'intrigue, etc. Alors, quelles seraient les règles de base que je donnerais? Il y a l'exigence, hein, le fait de se relire beaucoup, le fait de prendre du recul aussi. Quand on a terminé un texte, on n'est pas capable tout de suite de voir quels sont ses défauts, il faut attendre un petit peu. Par exemple, je leur dis que quand ils me remettent leur travail de fin d'année, qui est un texte narratif, qui peut être un conte, une nouvelle ou un début de roman, eh bien, je leur dis de ne pas me le remettre le lendemain du jour où ils l'ont terminé, qu'ils essayent de le terminer quelques jours avant pour pouvoir le relire avec ce recul dont je parle. Je leur dis d'écrire dans un style pas trop amphigourique, pas trop maniéré, parce que certains ont tendance, puisqu'ils écrivent une œuvre littéraire, d'aller chercher des mots compliqués, de truffer leurs textes de métaphores alambiquées, etc. Je leur dis, ce qui compte, je ne dis pas que le texte, le style ne doit pas être beau, mais en tout cas, avant tout, il doit être clair, simple. Il faut qu'on écrive clairement et qu'on se fasse comprendre clairement. Le fait de démarrer sur une idée qui passionne vraiment, hein, ça c'est vraiment presque quelque chose de physique. Quand on tient un sujet, ou en tout cas une idée qui vaut la peine d'être poursuivie, c'est quelque chose qui vous habite, qui vous passionne. Et si ce n'est pas le cas, mieux vaut laisser tomber et attendre la suivante. Mais il y aurait tellement de choses à rajouter. Il n'y a pas un ou deux conseils qui seraient plus importants que les autres, il y en a tellement. Quel serait votre mot de la fin? Ce serait de dire à quel point la littérature peut apporter, peut ajouter à la vie. Plusieurs écrivains ont dit cette chose. C'est une phrase qu'on prête, ou enfin en tout cas un discours qu'on prête à Umberto Eco, mais que j'ai entendu dans la bouche de Vargas Llosa lors de son discours du prix Nobel. C'est cette idée que les gens qui n'ont pas lu de roman n'ont qu'une vie. Ceux qui en ont lu pendant leur vie auront eu, le jour de leur mort, 5 000 à 6 000 vies. Et donc ça vaut la peine de lire des romans.